Donc, j'ai été obligé un petit peu de modifier l'ordre qu'on s'est donné. En fait, en deux mots, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par le sujet? C'est effectivement comment, à quelques mois de COP 21, on doit changer de comportement, faire évoluer nos mentalités. On doit prendre en compte cette problématique du changement climatique, s'engager de manière forte. Hein, je pense que c'est peu de le dire dans tous les challenges que nous avons autour notamment pour ce qui nous concerne de la ville durable. Et je remercie Madame Papalardo d'être présente parmi nous pour nous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe sur ces sujets-là. Donc, il y a aussi toute la problématique des écosystèmes de croissance. Parce que derrière, effectivement, il y a cette fameuse croissance verte. Mais derrière, surtout, et on le vit encore aujourd'hui, comment lever les freins structurels et trouver des comportements vertueux et des méthodes collaboratives modernes. Alors, avant, au lieu de débattre, comme je pensais le faire avec M. Lambert pour ouvrir un peu le débat, donc on va un petit peu inverser, on va parler des cas concrets. Donc, je vais appeler M. Alexandre Garcin, adjoint au maire de Roubaix, donc qui est en charge des aspects liés au développement durable et au numérique. Et je vais appeler aussi M. Nadim Abou Risk, vice-président de Beyrouth Municipalité, qui nous a fait l'honneur de venir à Nice. Et donc vous allez avoir, c'est aussi ça la richesse d'Innovative City, c'est d'avoir des cas un petit peu différents et comment on passe de l'un à l'autre. C'est ce qu'on essaye aussi de faire. Sans faire de grands écarts, comment passer à l'échelle. C'est un des mots, un des messages qu'on a essayé de passer cette année. Comment passer à l'échelle, comment transposer une expérience à une autre. Ce qui nous a été dit ce matin avec Rio est tout à fait intéressant. Maintenant, le plus dur reste à faire pour rentrer dans les applications spécifiques à nos cas concrets et j'allais dire même quotidiens. Donc je vais sans plus attendre passer la parole à M. Garcin. Donc merci de votre présence, merci de nous dire ce que vous avez mis en place dans votre bonne ville de Roubaix qui rentre dans la métropole. Vous pouvez venir là, donc il n'y a pas de souci. Donc j'espère qu'on a pu réinverser au niveau de la technique. Hein. Voilà, merci. Bonjour. Donc aujourd'hui, donc moi je suis sur la ville, je suis adjoint au développement durable et au numérique. Et en fait, le numérique et le développement durable, c'est deux choses qui ont pleinement leur sens quand on les met ensemble. Aujourd'hui, à Roubaix, Roubaix, donc c'est une ville du nord de la France, qui a un très riche passé textile, une grande ville industrielle du siècle dernier, qui a subi la crise textile avec derrière beaucoup de conséquences, notamment sur l'emploi, et qui du coup aujourd'hui a une vraie misère à gérer à l'échelle de la ville. Et pour autant, on pense que de cette difficulté, on peut faire une opportunité pour construire en fait la ville durable et numérique. Donc ce passé industriel, c'est une contrainte, mais finalement la crise qu'a connue la ville aujourd'hui, elle nous permet de remonter et d'aller beaucoup plus loin. On a construit en fait toute une stratégie autour de à la fois l'économie circulaire et la ville numérique. Alors l'économie circulaire en lançant le territoire de Roubaix dans la démarche zéro déchet, qui emmène déjà aujourd'hui une centaine de villes en Italie. On a été retenu dans les territoires zéro déchet par le gouvernement et on a mis en place une vraie démarche participative à l'échelle de la ville pour aller réellement vers une diminution drastique de tout ce qui est déchets résiduels. Et finalement, les déchets ne doivent plus devenir des déchets, mais tout déchet doit devenir au contraire une ressource et s'inscrire ainsi dans l'économie circulaire. Et parallèlement à ça, on a sur Roubaix deux grandes entreprises du numérique, mais aussi tout un écosystème. OVH d'abord, premier hébergeur européen, troisième hébergeur mondial, qui est implanté de façon très forte sur la ville. Et Ankama, ville du numérique, dont vous voyez d'ailleurs, entreprise du numérique qui est le créateur du jeu Dofus, jeu en ligne qui est extrêmement connu, dont vous voyez d'ailleurs une petite figurine. De ces
de ce potentiel-là sur la ville, on veut aller plus loin et transformer vraiment l'essai en faisant en sorte que ces entreprises-là viennent nourrir le développement de la ville dans le numérique. Alors je vais vous parler d'abord du zéro déchet. Le zéro déchet, c'est un défi à la fois écologique et économique. Écologique, ça, il n'y a pas de souci. Économique, parce que en faisant en sorte que chaque déchet devienne ressource, en fait, on fait une vraie économie à l'échelle de la ressource, et puis on fait aussi une vraie économie à l'échelle des ménages, puisque consommer zéro déchet, c'est consommer aussi en faisant des économies. Alors comment on a construit ce projet-là ? On l'a construit de manière transversale, avec tous les acteurs de la ville, avec 5 volets, enfin 6 volets. Le volet citoyen, le volet administration, le volet établissement scolaire, association, commerce, entreprise. Et en fait, sur chacun de ces volets, on a des actions spécifiques qui permettent d'aller plus loin dans une démarche de réduction des déchets. Et c'est cette transversalité permettant de créer d'une part la demande, mais aussi l'offre, qui va permettre d'atteindre effectivement un résultat concret sur la ville. Alors, le zéro déchet, c'est faisable. Aujourd'hui, on est à Roubaix à 240 kg par an et par habitant de déchets résiduels, à peu près dans la moyenne française. Mais il y a des villes en Italie qui sont aujourd'hui à 50 kg par an et par habitant. Donc on pense qu'on peut tout à fait atteindre cet objectif, voire aller beaucoup plus loin encore à long terme et atteindre le zéro déchet. Ça veut dire que le taux de valorisation des déchets, qui aujourd'hui tourne entre 20 et 30% sur la ville, pourrait atteindre 85%, 95%, voire 100% à la fin. En tout cas, c'est la vision et c'est l'objectif qu'on se donne à long terme sur la ville. Alors, je vous disais, sur chaque volet, on a des actions concrètes, plus précisément. Sur le volet citoyen, donc on a lancé le défi des familles zéro déchet. Donc on a 100 familles qui sont engagées à réduire de 50% leur production de déchets sur un an, qu'on accompagne au travers d'ateliers notamment, donc l'atelier sur le tri, l'atelier sur le compostage, l'atelier sur les poules, l'atelier sur le ménage sans déchets, plein de choses qui permettent d'apprendre à consommer mieux et avec des résultats déjà à la clé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des monsieur, madame, tout le monde qui consommaient jusqu'à présent normalement et qui produisaient 250 kg par an et par habitant de déchets résiduels qui sont arrivés à 500 grammes par semaine, ce qui fait, pour un couple, ce qui fait 10 kg, un peu plus de 10 kg par an et par habitant. Donc le chemin pour y arriver, il n'est pas simple à l'échelle individuelle parce que c'est une démarche de petits pas, et donc c'est pour ça qu'on l'a fait sur un an. Il faut, petit pas par petit pas, remettre en cause nos modes de vie. Et en même temps, il est tout à fait faisable, puisque derrière, il y a des résultats concrets, et surtout, c'est d'ailleurs vraiment une source de satisfaction, il y a des résultats économiques, c'est-à-dire que les familles qui se sont lancées dans ce défi-là, aujourd'hui, elles sont arrivées en venant me dire « j'ai fait des économies ». Et ça, c'est la plus grande satisfaction pour nous élus, de pouvoir voir qu'on a augmenté le reste à vivre des habitants. On a créé donc cette vraie émulation, cette communauté de familles qui se donne des trucs, qui partagent, et qui d'ailleurs qui partagent avec une communauté Facebook. Enfin voilà, on a vraiment créé une émulation à cette échelle-là. Donc on a créé la demande, maintenant on est en train de créer l'offre. Donc on a 50 commerçants qui s'engagent dans la démarche zéro déchet. Alors pareil, c'est une démarche de petits pas, c'est-à-dire qu'on ne change pas tout du jour au lendemain. On n'y arrivera pas si on change tout du jour au lendemain. Donc il faut créer cette émulation et faire en sorte que petit à petit, il y ait des actions concrètes qui se mettent en place à l'échelle de chacun. Et on voit des initiatives vraiment intéressantes, alors que ce soit dans les familles comme pour les commerçants, on a des choses qui remontent du terrain, qui sont vraiment intéressantes. Alors par exemple, il y a une famille qui a créé une poubelle du doute. Parce que finalement, tout le monde ne sait pas trier. Et on peut avoir un doute par rapport à un déchet. Et quand on a un doute, il y a la poubelle du doute qui permet ensuite qu'un autre membre de la famille retrie et mette le déchet au bon endroit. Un truc qu'on n'y aurait jamais pensé. Mais très concrètement, ça permet de répondre à une vraie demande. Et je vois des hochements de tête, donc ça permet vraiment de répondre à une problématique qu'on se pose tous.
Sur les commerçants également, on a des initiatives vraiment intéressantes. Voilà, le libraire qui a des petits cartons qui sont difficilement réutilisables si on ne sait pas quoi en faire. Aujourd'hui, il en fait des paillettes qui permettent à une autre entreprise du territoire qui fait de la vente en ligne de porcelaine de vendre, enfin de colisser ses produits avec un coût bien moindre, puisque jusqu'à présent, elle achetait des paillettes en polystyrène dont on connaît tout l'aspect non environnemental. Donc voilà, on est en train, peu à peu, pas à pas, en partant du terrain, de construire cette nouvelle économie circulaire avec des entreprises qui du coup viennent s'implanter sur le territoire et qui viennent proposer des solutions à chacune de ces ressources qui est en train de se mettre en place, à chacune de ces filières qui est en train de se mettre en place sur la ville. Donc on est vraiment sur une démarche transversale, participative, et je suis sûr que au travers de cette démarche qui a été engagée donc maintenant il y a 1 an et quelques mois, va nous permettre d'ici la fin du mandat d'avoir des résultats très concrets. On s'est donné des objectifs vraiment ambitieux, de réduire de 30% d'ici 3 ans la production de déchets résiduels, doubler le taux de recyclage d'ici 3 ans. Je pense qu'on peut y arriver. Et je pense que d'ici la fin du mandat, on peut arriver aussi à 50 kg par an et par habitant, comme les villes italiennes l'ont fait. On voit que cette démarche qui part du terrain, elle transforme tout. Et voilà, donc à terme, voilà l'économie circulaire qu'on veut construire, c'est-à-dire qu'on a des flux entrants sur la ville, et puis ces flux entrants de produits vont générer des déchets qui vont être pour une partie réutilisés, pour une partie recyclés, pour une partie compostés. Et dans cette démarche-là, qui s'applique aux déchets, mais qui s'applique aussi à l'énergie, qui s'applique aussi à l'eau, on peut réellement augmenter la valeur ajoutée à l'échelle du territoire et avoir des flux sortants qui ne sont pas des déchets, mais des flux sortants de la ville qui sont au contraire des produits issus du recyclage de tous les flux entrants. Voilà. Alors, je vous ai parlé de cette vision de l'économie circulaire à l'échelle de la ville, et puis parallèlement, on a sur la ville des pépites. OVH d'une part, Ankama d'autre part, l'entreprise Ankama s'est installée dans une ancienne usine textile, et donc c'est une reconquête, enfin c'est une transformation aussi de la ville qui est très concrète de l'industrie textile à l'industrie du numérique. C'est bien, c'est très très bien. Maintenant le but c'est que cette industrie numérique, elle vienne aussi alimenter un projet urbain que l'on souhaite également là ambitieux. Alors on a déployé sous différentes thématiques. Une thématique e-démocratie, bon ça je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais tout le monde sait, il y a des exemples sur le salon de plein de projets d'e-démocratie, d'e-administration qui permettent de répondre aux enjeux aujourd'hui de nos villes. Il y a un sujet de l'enseignement, donc là aussi c'est permettre que les entreprises qui sont aujourd'hui sur le territoire forment aussi des jeunes du territoire pour les emmener dans leurs entreprises. Aujourd'hui, il y a un peu une déconnexion entre la population roubaisienne et les entreprises leaders qui se positionnent sur la ville. C'est une démarche énergie, Smart City. Là encore, je ne vais rien vous apprendre, il y a beaucoup de choses qui existent. Et le but, c'est réellement de rentrer dans cette démarche-là. Alors notamment avec OVH qui a quantité de serveurs, le but c'est de faire en sorte que l'énergie qui est produite, l'énergie fatale qui est produite par tous ces serveurs, puisse être entièrement revalorisée et ainsi rechercher une autonomie énergétique à l'échelle de la ville. Il y a une dynamique commerce sur laquelle on veut déployer des applications, mais aussi une carte qui permettra de redynamiser le commerce de proximité. Et on l'a vu avec l'économie circulaire qu'on est en train de mettre en place à l'échelle du zéro déchet. Finalement, on est dans une reconquête du commerce local qui va un peu à contre-courant de ce qu'on peut imaginer aussi, des tendances qu'on peut voir avec le e-commerce. Et enfin, il y a une dynamique tourisme sur laquelle on souhaite finalement donner la possibilité de visionner la ville à l'échelle
à l'échelle de la réalité augmentée pour revisiter la ville telle qu'elle était à l'époque de son passé textile. Donc ça, c'est un projet qu'on veut construire également avec toutes les entreprises qui sont autour de l'image et qui sont sur la ville. Donc voilà, à partir des richesses de notre ville, on veut réellement construire la ville numérique. Et j'irai même plus loin avec OVH. L'idée, c'est bien de construire la Cloud City qui va nous permettre voilà, d'avoir une boucle numérique et de faire des économies d'échelle, économies d'énergie à l'échelle des serveurs. Donc voilà, le numérique vient réellement rencontrer le développement durable. Alors, il y a encore beaucoup de choses à construire, mais ça, c'est notre vision. Alors, le pari n'est pas gagné, mais c'est le pari de Roubaix, de construire ce projet à la fois d'économie circulaire et de ville numérique. Voilà. Merci, Monsieur Garcin. Si vous voulez bien prendre place. Donc, c'est les fameux pavés, hein. Donc, c'est les obstacles, de toute façon. Merci beaucoup. Donc, sans plus attendre, d'abord, je salue Monsieur Lambert, Monsieur le député Lambert, d'avoir réussi à passer d'autres obstacles ce matin. Monsieur Naïm Abourzik, c'est ça. Merci, vous nous avez fait l'honneur de venir nous rendre visite et nous parler d'une ville qui est chère aux Français, Beyrouth. Donc, pour dire comment vous envisagez d'utiliser justement totalement. Donc, effectivement, c'est intéressant parce que c'est une autre problématique internationale, justement ces appuis ou ces leviers de l'économie circulaire et de l'environnement. À vous. Well, good morning, everybody. Bonjour à tout le monde. Pour moi, c'est un privilège que de représenter la ville de Beyrouth, une ville qui a été et reste d'ailleurs un joyau de la Méditerranée, mais qui est invitée par cette convention internationale située ici à Nice, Nice qui ressemble beaucoup à Beyrouth d'ailleurs. Et mes remerciements donc à la ville de Nice et aux organisateurs de cette conférence internationale. Merci de m'avoir donné la possibilité de partager avec vous nos défis et nos initiatives visant à la mise en œuvre de politiques durables. Ma présentation donc va viser 3 sujets. Tout d'abord les faits et les défis à propos de Beyrouth, ensuite des politiques durables et ensuite des actions pour promouvoir les énergies renouvelables. Voilà une carte, c'est ça la situation de Beyrouth, au bout de la Méditerranée. Quelques faits. La population, en fait, est un peu moins de 2 millions, mais le Liban, dans sa totalité, a une population d'un peu plus de 4 millions. La surface, 232 km², une densité de population élevée, donc quelques 8 400 habitants par kilomètre-carré. Le taux d'urbanisation au Liban est de 87,2%. En fait, nous avons à faire face à un certain nombre de défis. Tout d'abord, la situation politique qui est très instable de manière chronique, absence totale d'un réseau de transport en commun, pénurie d'eau, absence de production d'énergie, donc utilisation excessive de générateurs individuels, privés. En même temps, un secteur immobilier très dynamique, beaucoup de grands bâtiments, mais la disparition de notre passé culturel, notre héritage culturel. Et donc, tout cela a provoqué le départ des classes moyennes vers les banlieues. Mais depuis son élection, il y a 5 ans, la municipalité a commencé en mettant en place un comité de planification stratégique avec des urbanistes, des architectes, des représentants de la société civile. Tout cela pour aider à promouvoir des politiques de développement durable. La première chose était donc la création de l'Observatoire urbain de Beyrouth, qui est logé dans un bâtiment que vous voyez là dans la photo. C'est un bâtiment qui a été détruit pendant la guerre et la municipalité de Beyrouth est en train de réhabiliter ce bâtiment qui sera donc un centre culturel et un musée, mais qui va aussi être le site de cet observatoire urbain.
Un projet important, c'est ce qu'on appelle le soft movement, les mouvements doux. Le but de ce projet est de développer des modes doux de transport, essentiellement les vélos, les piétons, et de développer des normes techniques pour la mise en œuvre de cette politique afin de promouvoir une meilleure utilisation des espaces urbains. Ça, c'était Beyrouth dans les années 50, et voilà la situation aujourd'hui. Vous voyez les obstacles au passage des piétons, et voilà, c'est ça la situation à Beyrouth aujourd'hui. Avec la collaboration de la région Île-de-France, nous avons dressé un plan cadre pour la ville afin de développer ces formes, ces modes de transportation douce. Voilà quelques images. Ça, c'est l'une des artères principales de la ville et voilà ce à quoi ça va ressembler après la mise en place de ce projet. Encore une fois, une autre rue et puis son aspect à venir. Mais afin de rester pratique, nous avons décidé de lancer un projet pilote en ce qui concerne la mobilité douce, ne pas lancer le plan cadre tout de suite. Nous avons une route importante, la route de Damas, qui joue un rôle symbolique parce que pendant la guerre, c'était la ligne verte, la démarcation entre les deux Beyrouth. Actuellement, notre intention, et cela fait partie de notre projet de réconciliation, est de transformer cette artère principale en un projet de mobilité douce pour relier les espaces verts les plus importants, c'est-à-dire la forêt de pins et le centre-ville, à travers donc la route de Damas. Et vous voyez donc son aspect actuel. Et voilà les intentions de ce projet. Nous allons augmenter des espaces verts. On va créer une voie dédiée pour les piétons et pour les vélos. Il y aura un maintien de la circulation des véhicules, mais sur une largeur réduite. Et nous voulons surtout promouvoir les interactions entre les quartiers situés de part et d'autre de la rue. Voilà une autre photo de la rue. Et voilà ce à quoi ça doit ressembler à l'avenir avec les voies pour les piétons et les voies pour les vélos. Ce projet, donc, nous sommes en train de finaliser les plans. Nous allons lancer un appel bientôt et l'exécution est programmée pour quelques mois. Quelques autres actions. Je vais parler de deux projets. Tout d'abord, les serpents solaires pour la rivière de Beyrouth. En fait, ce projet, c'est l'installation de 10 mégawatts d'énergie pour soutenir les efforts d'électricité de Liban. Tout d'abord, il y aura un parc photovoltaïque sur 30 mètres de notre rivière. On a commencé ça déjà. Ce parc photovoltaïque a une conception suspendue. Ça ne crée pas d'obstacle le long de la rivière avec une capacité de 1,08 milliwatts. Tout cela financé par le ministère de l'Énergie. Et vous pouvez voir déjà qu'une partie de la rivière est déjà équipée de ces installations. L'autre projet important dont je veux parler, c'est notre projet pour l'éco-district dans Mdawar. Mdawar est une zone industrielle tout près du port. C'est une extension de la ville de Beyrouth, toujours vue comme, en quelque sorte, la partie industrielle de la ville avec l'abattoir, avec des bâtiments industriels, avec le port. Mais notre objectif est de transformer cette zone en éco-district. Et la réorganisation de cette zone a déjà commencé. Et avec la collaboration des universités du Liban, nous avons lancé un concours auquel vont participer les départements d'architecture et d'urbanisme pour réhabiliter ce district, pour réaliser son potentiel. Ce concours est en cours et je pense que cela va transformer l'image de cette partie de la ville. On va créer un quartier avec une utilisation mixte. Il y aura des activités culturelles, résidentielles, environnementales, universitaires et nous allons créer donc une extension positive pour la ville de Beyrouth bientôt.
En conclusion donc, le Liban est en train de traverser une phase critique de son histoire. Il est donc difficile de mettre en œuvre des politiques publiques efficaces. Nous savons que des politiques durables ont besoin d'une stabilité politique et sécuritaire. Ce n'est pas le cas actuellement. Notre municipalité crée sans cesse des partenariats avec le secteur privé, avec les universités, pour mettre en œuvre des projets qui sont dans le cadre de ce développement durable. Merci de votre attention. On ne s'attendait pas à une présentation de ce type-là, donc je crois que c'est tout à fait intéressant. Je ne sais pas si les zéro déchets peuvent trouver une place à Beyrouth, mais vous vous connaissez maintenant, donc vous pouvez échanger là-dessus. Voilà. Écoutez, je vais, comme on est un peu pressé, je crois que vous êtes aussi pressé, M. Alexandre Garcin, donc si je veux vous demander de bien vouloir reprendre place. Et donc, sans plus tarder, je vais appeler donc, M. le député Lambert, qui nous a fait l'honneur, François-Michel Lambert, qui nous a fait l'honneur de venir. Je vais appeler Madame Sandra Lagumina, directrice générale de GRDF, et Madame Papalardo, donc coordinatrice de Viva Police. Merci d'être parmi nous. Et donc on va essayer de traiter ensemble ce sujet ô combien délicat. Donc, pour essayer de trouver quelques messages subliminaux, quelques définitions, quelques axes, peut-être que nous pourrions, je ne sais pas, hein, on peut toujours rêver, donner quelques idées à la COP21 qui se profile en France et qui va être structurant à un moment où, par exemple, dans les plans de la Nouvelle France industrielle, on met sous le chapeau de la ville durable un certain nombre de plans ou de sous-plans, je ne sais plus comment il faut les appeler, donc ça c'est une question que je garderai pour tout à l'heure. Donc, ce que je voudrais donc commencer, c'est donc demander à M. François-Michel Lambert, qui est donc député ELV, la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône, vice-président de la Commission de développement durable et d'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Mais vous êtes là aussi, vous êtes là aussi au titre de l'Institut de l'économie circulaire, bon, qui n'est pas forcément connu de tout le monde. Donc, je souhaiterais que vous nous expliquiez finalement c'est quoi l'Institut de l'économie circulaire, comment il arrive à façonner la ville de demain, et qui est quand même le sujet d'Innovative City aujourd'hui. Et évidemment, et ça n'échappera surtout pas à Mme Papalardo, dans un contexte international. Donc, puisque c'est aujourd'hui notre existence même. Monsieur Lambert, si vous voulez prendre place, c'est à vous de voir si vous voulez, comment vous voulez. Oui, je t'ai bien entouré. Voilà, vous avez bien écouté. Bon. Vous reviendrez, je vous rassure. D'accord, parce que je t'ai bien entouré. Je suis très content de pouvoir m'exprimer devant vous. Bonjour à toutes et tous. C'était un parcours particulier et on apprécie les villes aux espaces piétonniers de l'aéroport jusqu'au centre-ville. Ça, je peux vous le dire. Félicitations à tous ceux qui ont bâti Nice et qui m'ont permis de marcher à pied sans trop de difficultés depuis l'aéroport. C'est la première fois que ça m'arrive quand même. Ceci étant, donc sur l'Institut de l'économie circulaire, donc l'Institut de l'économie circulaire qui a été fondé il y a un peu plus de 2 ans et demi, avec différents partenaires, et je tiens à saluer notamment notre partenaire historique, qui vous interviendrez tout à l'heure, donc des grandes entreprises, des entreprises plus modestes, des collectivités, des grandes, des petites, des associations, des politiques et aussi des écoles de management. Pour faire quoi? Donc la question était de mettre en avant l'économie circulaire au sens d'une politique de mutation de notre modèle. C'était au tout début notre volonté, faire du lobbying. Je crois qu'on l'a plutôt réussi, la traduction est multiple, elle est dans le dictionnaire depuis 3 semaines. L'économie circulaire est maintenant un des 150 nouveaux mots du dictionnaire Le Petit Robert et Le Petit Larousse. C'est dans la loi, ça a été maintes fois repris, mais fortement affirmé dans la loi sur la transition énergétique pour une croissance verte. C'est le titre 4, un des chapitres principaux de cette loi. C'est le G7, il y a une petite semaine,
qui a indiqué demander à ces pays membres du G7 de se déployer, de se muter vers, de rentrer en transition vers l'économie circulaire. J'y reviendrai, le GIEC, page 775 du rapport, qui donne comme axe prioritaire par rapport aux enjeux du réchauffement climatique une approche d'économie circulaire. Certes, tout ceci, pourquoi ? Après, je reviendrai sur l'Institut. Parce que l'approche de l'économie circulaire, c'est certes que les déchets ne soient plus déchets, mais restent des matières, des ressources, des matières premières que l'on peut régénérer et que l'on peut réinjecter dans le modèle. Mais c'est bien plus que ceci. C'est la capacité à avoir un modèle qui sort d'une culture du gaspillage, d'une culture de l'abondance, et qui rentre dans un modèle d'une culture de la préservation, de l'efficience des matières et des ressources. C'est l'économie qui a toujours prévalu depuis la nuit des temps dans notre modèle de développement. On se centre autour des ressources disponibles, on ne les gaspille pas et on en tire le maximum de productivité. Donc derrière, l'Institut que je préside en fait une promotion, mais ça ne suffit pas. Et donc nous sommes passés aussi à des approches de travaux en atelier pour produire des éléments de réflexion, des éléments d'action dans des domaines très divers, comme sortir du statut du déchet, comme l'économie de la fonctionnalité, comme les zones industrialo-portuaires, l'écologie industrielle, et sur la fiscalité, puisque ça réinterroge sur la fiscalité. Nous sommes, au bout de 2 ans et demi, à peu près à un mi-parcours d'un livre blanc que nous donnerions à la fin de l'année, début 2016, un livre blanc opérationnel qui exprimerait tous les changements de pied, les changements d'approche, les changements de business model, les changements de pilotage de gouvernance de territoire pour intégrer cette approche d'économie circulaire ou cette approche d'efficience autour des ressources et derrière créer de la valeur, créer des valeurs monétaires mais aussi des valeurs sociales et des valeurs ou de l'externalité positive par rapport aux enjeux d'impact environnemental. Les autres approches de l'Institut, nous essayons aussi déjà de rentrer dans la mise en œuvre concrète. L'un des premiers axes, et ça concerne plus des territoires industriels que les territoires urbains, mais ça relève d'une approche que l'on peut déployer sur les territoires urbains. Et je prie de bien vouloir m'excuser auprès de l'adjoint de Roubaix, mais je n'ai attrapé que la fin de son intervention. En tout cas, j'ai eu l'impression qu'il était aussi dans cette approche de l'écologie industrielle et territoriale. Donc nous déployons avec l'ADEME sur 4 régions, 600 entreprises, 2 ans. Pendant 2 ans, nous allons tester une toute nouvelle culture collaborative, participative, d'échange d'informations sur les flux qui existent dans un espace qui serait donc une zone d'activité plutôt industrielle. Ce sera dans 4 régions volontaires, région Aquitaine, Bretagne, Haute-Normandie et Rhône-Alpes. Dans ces 4 régions, ce plan de déploiement sur 2 ans d'une approche d'animation de territoire, d'une culture de rencontre entre les uns et les autres, permettra de faire émerger des opportunités et des échanges de flux. Alors, les premiers des échanges de flux, tout le monde le repère, c'est la chaleur ou les frigories. Ce sont les premiers échanges. Mais très vite, derrière, nous constatons qu'il y a des échanges sur des matières solides et que, très paradoxalement, les acteurs d'un territoire ne se parlent pas et de ce fait n'ont pas vu les opportunités qu'ils pouvaient générer ou ne connaissent pas suffisamment le process de leurs voisins et donc ne perçoivent pas qu'ils ne pourraient, en changeant leur propre process, ne plus avoir un déchet en sortie, mais avoir un sous-produit qui serait le produit entrant du voisin. On a déjà, mais il y a des tas d'exemples, hein, ça existe déjà de par le monde, mais pour le territoire que je connais, la zone industrielle portuaire de Fos,
quelques entreprises installées depuis 40 ans ont décidé de partir sur l'idée de l'énergie et de partager l'énergie qui arrive de l'acierie et de l'incinérateur pour aller vers les industries de chimie qui en ont besoin. Mais il y a deux industries de chimie. Il y en a une qui sort un acide avec un degré, si je me trompe, un degré 28, et l'usine chimie à côté importe de l'acide à degré 31. Donc un travail d'ingénierie permet à la première de corriger son acide qui était un sous-produit contraignant en degré 28, qui était un produit de peu de valeur, en un degré 31, si j'ai bien compris. Vous m'excuserez, sur la chimie, j'ai toujours été mauvais, mais c'est pour imager. Et aujourd'hui, ils ont construit 2 tanks pour stocker cet acide et le délivrer à l'entreprise qui est à 200 mètres. Précédemment, l'acide venait de plus de 500 km. Donc on voit déjà que c'est cette culture de territoire, de collaborative et d'échange qui est indispensable. Et c'est pour cela que l'autre grande action que l'Institut de l'économie circulaire met en œuvre se traduit par une plateforme Internet collaborative qui sera opérationnelle à l'automne. Cette plateforme collaborative Internet présentera 50 projets, actions, engagements d'économie circulaire très diverses, dans des domaines très divers et centrés justement sur cette performance des ressources, sur cette préservation des ressources, que ce soit dans des domaines tels que je viens de l'exprimer ou dans des domaines beaucoup plus urbains ou dans des domaines d'éco-conception ou divers. Ces 50 fiches types et une capacité à créer des échanges collaboratifs permettra à partir de l'automne d'avoir un espace où l'intelligence collective pourra se rassembler. Et elle se rassemblera, nous l'organisons aussi, par une approche territoriale. C'est le mot de conclusion de ma première partie, c'est nous devons être dans une approche territoriale, c'est-à-dire penser ce développement en cherchant à travailler, collaborer avec ceux qui sont en proximité. Cette économie circulaire, il y a des études qui sortent. L'Institut est en train de consolider au niveau de la France et nous estimons entre 100 et 400 000 emplois nouveaux nets à créer parce que ça nécessite une mobilisation tout à la fois de main-d'œuvre, une relocalisation soit au premier niveau de production, soit dans un niveau de réparation, de réemploi, d'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire d'échange sur l'usage, mais pas d'échange des biens. C'est aussi sur la partie sciences de l'organisation, sciences comptables, sciences de l'ingénierie, où il y a beaucoup à monter et à mettre en place. C'est notre étude qui est à mi-chemin, estime entre 100 et 400 000. Elle se corrobore avec des études, notamment de la Commission européenne, qui estime qu'au niveau de l'Europe, ce serait 2 millions d'emplois qui sont à créer. Cette Europe qui a prévu, avant la fin de l'année ou tout début 2016, un paquet économie circulaire. Un paquet, c'est donc la préparation des directives. Les directives, après, se déploient dans les pays. Ce paquet économie circulaire, il est porté au plus haut par M. Timmermans, le numéro 2 de la Commission européenne, avec une approche non pas défensive sur nous devons préserver les ressources, nous devons moins générer de CO2, nous ne devons pas polluer les déchets, mais beaucoup plus proactive dans transformons notre modèle de développement et pourquoi pas faire que le continent européen soit le continent qui se déploie le plus vite dans cette approche de l'économie circulaire. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir donné le panorama un petit peu, on va dire, politique, un peu administratif, et puis de l'économie circulaire, donc qui donne un peu les grands enjeux. Madame Sandra Lagumina, vous êtes directrice générale ou directeur général de GRDF,
donc une grande entreprise de réseau, qui irrigue par ses réseaux de gaz les territoires. Donc vous êtes en plein aussi en rapport avec l'environnement et l'énergie. Et donc on est effectivement intéressé à connaître votre vision. Je crois que vous avez été auparavant conseiller technique du président de l'Assemblée nationale, donc vous connaissez bien les rouages aussi de cette assemblée. Vous savez que chaque fois qu'on fait des conférences, on dit où sont les députés. Là, il est là, et on en a un. Où sont les députés, où sont les élus pour qu'on puisse leur passer des messages. Voilà, donc c'est peut-être aussi l'occasion. Merci Madame la Ministre. Alors, moi, je ne suis pas inquiète pour faire passer des messages aux élus, et particulièrement à François-Michel Lambert, parce qu'on se retrouve assez souvent à intervenir ensemble. Alors, il a dit une chose qui m'a frappé tout à l'heure, mais qui a l'air toute simple, c'est que pour faire de l'économie circulaire, il faut se parler. Oui, il faut se parler. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans la manière dont on conduit notre activité aujourd'hui. Et puis, il y a une deuxième chose qui m'a impressionné dans ce que j'ai entendu ce matin, c'est qu'évidemment, non seulement on peut se parler, mais maintenant avec le digital, on peut échanger des informations, des données, on peut avoir une masse considérable d'outils qui nous permettent de faire autre chose que de l'agora athénienne, on va le dire simplement. Alors, l'enjeu pour GRDF, c'est quoi d'abord? C'est une entreprise de réseau, on a la distribution de gaz en France, on a 200 000 km de tuyaux, c'est beaucoup, pour ceux qui ne connaissent pas le gaz. On a des contrats de concession avec 9500 communes et 11 millions de clients. Juste pour vous donner une idée, finalement, de notre surface d'impact avec toutes ces parties prenantes externes. Et puis, on a décidé, un peu paradoxalement, il y a quelques années, de dire la transition énergétique, c'est notre stratégie. Ce qui n'est pas évident, puisque dans la transition énergétique, par exemple, il y a le fait que les volumes de gaz vont baisser, puisqu'on va avoir des bâtiments mieux isolés, on va avoir des modes de consommation avec des smarts qui vont être plus adaptés, etc. C'était pas... Mais on l'a fait. Et qu'est-ce que ça veut dire, du coup, pour nous, dans cette... Quand on est allé plus loin dans cette réflexion, on s'est dit, bon, finalement, la transition énergétique, c'est quoi? C'est la combinaison des réseaux, des usages et des énergies, c'est l'émergence de la décentralisation et de l'économie circulaire, et c'est aussi le fait qu'il faut qu'on soit en capacité de parler avec de nouveaux acteurs. Et je vais donner 3 exemples de cette évolution. Alors, le premier, c'est un exemple qui, pour nous, était assez nouveau, c'est la production de biométhane. Alors, vous savez que traditionnellement en France, il y avait le gaz manufacturé, les fameuses usines à gaz au XIXe siècle, puis après il y a eu le gaz de lac, donc le gaz naturel, et maintenant on commence à produire à partir de déchets du gaz. Et on l'injecte dans nos réseaux. Et le fait de l'injecter dans nos réseaux, ça permet quoi? Ça permet de l'utiliser dans plein d'usages différents. Ça peut être de la mobilité. Vous avez un bus au GNV, d'ailleurs il y en a dans la ville de Nice. Ça peut être de la chaleur. En gros, on fait ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire on utilise des choses qui sont regardées comme voilà, des déchets ultimes, et puis on en fait des choses valorisables. Et on le fait de telle manière que finalement il y a une multiplicité d'acteurs qui sont nécessairement en liaison pour aboutir à valoriser cette filière. Les premiers acteurs, par exemple, ce sont les agriculteurs. C'est eux qui ont des déchets agricoles et qui vont faire un méthaniseur. Il y a aussi, évidemment, tous les élus qui donnent les autorisations. Il y a aussi les riverains qui sont autour de ces projets et qui veulent avoir leur mot à dire par rapport à l'acceptation. Il y a ceux qui vont ensuite avoir une économie du digestat quand vous allez épandre. Et puis, il y a ceux qui vont prendre le gaz, par exemple, pour faire rouler, c'est notre dernier projet à Mortagne, dans lequel on fait rouler des bus scolaires aujourd'hui avec du biométhane. Donc, une nécessité de mettre autour de la table pour faire émerger cette filière qu'on pense extrêmement prometteuse, à la fois environnementale et en termes de valorisation des déchets, mettre autour de la table des gens qui ne se parlaient pas. Et on l'a fait avec l'ADEME, dans le cadre du groupe de travail injection, qui est devenu, et on n'en est pas peu fiers, qui a été érigé en commission par la ministre de l'Environnement.
on a essayé de faire ça pour faire émerger la réglementation, les bonnes pratiques et finalement faire que tous les acteurs se parlent. Et aujourd'hui, on aboutit à quoi? Et François-Michel Lambert le sait bien, on aboutit à un consensus sur le biométhane avec dans la loi sur la transition énergétique l'objectif de 10% de biométhane dans nos réseaux à horizon 2030 qui est inscrit dans la loi. Et je peux vous dire que ce n'était pas gagné au départ. Ça, c'est un exemple. Alors, vous me dites, c'est un peu loin, finalement, c'est pas vous qui faites le biométhane, vous vous contentez d'injecter. Bon, il y a aussi dans notre cœur de métier, et ce qui va devenir notre cœur de métier demain, c'est-à-dire les compteurs intelligents, c'est-à-dire Gaspard, on a utilisé la même méthode. Alors, la même méthode, c'est quoi? Gaspard, c'est le projet de Smart Grid en gaz en France. C'est-à-dire, on va remplacer les 11 millions de compteurs et on aura une relève qui va se faire de manière automatique, mais on n'aura pas la possibilité, et ça, il faut que vous en ayez bien conscience, d'opérer à distance les compteurs, c'est-à-dire les couper à distance et les remettre à distance. Parce que nous considérons que pour des raisons de sécurité, il n'est pas opportun de faire ceci. Alors, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que ce projet, il a démarré en 2009, et contrairement à l'électricité où il y avait une directive qui disait « il faut que vous fassiez Linky », pour Gaspard, ce que disait la directive, c'est qu'il faut que vous démontriez l'intérêt pour la collectivité de le faire. Et donc notre régulateur, qui est la Commission de régulation de l'énergie, elle a pris une délibération, fait faire des études, et elle a dit bah, « écoutez, ce projet, il passe ». Et il est même très bénéfique pour la collectivité, à hauteur de 800 millions d'euros sur 20 ans, si on accompagne le déploiement du projet d'actions de maîtrise de la demande de l'énergie. Et ça, c'était une clé, je pense, extrêmement intéressante dans la manière dont le projet ensuite a évolué. Si vous mettez à la fois un très gros projet industriel, 1 milliard d'euros pour déployer 11 millions de compteurs, des concentrateurs, une chaîne communicante, etc., etc., et qu'en même temps, vous êtes contraint, et on l'a fait avec beaucoup de plaisir, d'organiser quelque part cette concertation autour de la maîtrise de la demande de l'énergie. En gros, à quoi ça sert cette information que vous aurez? Je pense qu'on a réussi, dans ce cadre-là, à renouveler le dialogue que l'on avait notamment avec nos grands concédants, et en particulier à nouer aussi des dialogues avec des gens, encore une fois, avec lesquels on ne parlait pas spontanément. Par exemple, les associations de locataires. On parle traditionnellement à des grandes associations, mais les associations de locataires, c'est des gens qui sont clés si on veut que le projet aboutisse à ce qui a été souhaité. Alors là, on va continuer, on va expérimenter tout au long de l'année 2000, en gros entre aujourd'hui et 2017, puis on déploiera en 2017, et on veut que non seulement on teste pendant dans les 4 zones pilotes la méthode de déploiement, la chaîne communicante, en gros les aspects techniques de tout ça, mais aussi la méthode de concertation. Parce que moi je trouve tout à fait légitime que, par exemple, des gens nous interrogent en disant bah, « écoutez, vous me rajoutez par exemple des ondes quelque part », alors même si c'est des toutes petites ondes, c'est pas du tout ce qu'on peut imaginer, mais voilà, ce débat, il faut qu'on le pose et il faut qu'on soit capable de le poser, il faut qu'on soit capable de l'éclairer. Donc ne rien laisser en réalité en zone d'ombre par rapport à des projets aussi structurants pour la collectivité publique. Donc voilà pour Gaspard, donc, qui est le deuxième exemple que je souhaitais aborder ici. Et puis, on va encore rentrer plus dans notre cœur de métier. On a, vous le savez, beaucoup de contrats de concession. Je vous ai dit 9500 communes, on a 6000 contrats de concession. Et qu'est-ce que nous disaient nos interlocuteurs des communes? Elles nous disaient, bah, attendez, vous êtes un opérateur de service public, vous avez plein d'informations, d'ailleurs votre réseau m'appartient, ce qui est très juste, donc je veux plein d'informations autour de ça. Et nous, on a un réseau qui est piloté, imaginez, de manière industrielle, avec des contraintes de sécurité extrêmement fortes, avec des contraintes industrielles très importantes, etc., etc. Et on se disait, est-ce que finalement, ouvrir ce champ-là, est-ce que c'était bénéfique ou pas? Est-ce qu'on allait y arriver? Alors on a fait, j'ose dire, presque comme avec le biométhane, c'est-à-dire on a mis tous les acteurs autour de la table, et vous les avez là sur la photo, on a pris toutes les associations d'élus, on a pris également, alors évidemment, les grandes traditionnelles, hein, la FNCCR, l'AMF, etc. Et puis, on a aussi demandé, par exemple, à des sachants de venir nous parler, le régulateur, la CRE, la DGEC, qui est le ministère, etc.
simplement pour qu'on ait un partage sur c'est quoi le patrimoine concessionnaire, et finalement vous nous demandez des nouvelles données, vous nous demandez de nouvelles informations, pourquoi faire, comment est-ce que nous on peut s'organiser pour vous les donner de manière pertinente, et comment est-ce qu'on peut partager ensemble sur l'objectif que l'on poursuit autour de ça. Et ça a donné lieu à un très très gros travail, je dois dire, et finalement à une clôture de la concertation qui s'est tenue le 18 juin 2015, c'est ce que vous avez là, où on a remis officiellement à l'administration un livre blanc dans lequel on a un consensus de ces différents acteurs pour donner corps à un décret qui est prévu dans la loi sur la transition énergétique, à l'article 41, et qui dit voilà les données qu'il faut donner aux collectivités pour qu'elles puissent être un acteur de leur architecture énergétique et de leur politique énergétique. Je pense encore une fois que si on avait procédé différemment, c'est-à-dire si on avait attendu que le ministère fasse un projet de décret, fasse éventuellement une concertation, etc., on n'aurait jamais réussi à atteindre le niveau de consensus. Alors tout le monde n'est pas nécessairement d'accord, évidemment, mais en tout cas tout le monde a compris quelles étaient les contraintes de l'autre. Et pour moi, c'est probablement, au-delà de tout ce qu'on sait faire techniquement, et on sait faire plein de choses techniquement, et venez sur notre stand et on va vous expliquer, mais au-delà de ça, je pense que ce qui est innovant aujourd'hui pour nous, c'est d'arriver justement à créer cette concertation, et il n'y a que comme ça, me semble-t-il, que l'on répond aux défis qui ont été posés par les villes dans les précédentes interventions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà des messages clairs. Alors, ce que je retiens pour l'instant, c'est il faut se parler, il faut communiquer. Alors, il y a une approche horizontale, mais il y a aussi une approche bottom-up et top-down, si je comprends bien. Bon, voilà, c'est quelques messages. C'est vrai que c'est pas toujours facile de se parler quand on n'en a pas l'habitude. Madame Papalardo, vous êtes déjà presque une habituée Innovative City, donc merci aussi d'avoir été parmi nous. Donc la ville durable, c'est votre spécialité maintenant, hein. Vous avez été ancien commissaire général de développement durable, vous avez été présidente de l'ADEME, et donc là actuellement votre mission c'est la ville durable à la française, l'exporter. Et donc, dans la ville durable, là, il y a plusieurs composantes. On a vu l'écologie, on a vu l'énergie, bien évidemment, c'est extrêmement lié. Il y a aussi les transports, mais c'est aussi tout est lié. Donc, merci de nous parler un peu du Vivapolis et de l'avancement du Vivapolis. Merci. Merci beaucoup. Je vais essayer aussi de relier tout ça quand même à tout ce qu'on a entendu de très intéressant dans cette table ronde, et donc de mettre un peu d'ordre dans tous ces éléments. Alors, quelques mots d'abord sur Vivapolis, parce que je m'excuse pour ceux qui m'ont déjà entendu expliquer ce que c'était, mais il y en a certainement encore quelques-uns qui ne connaissent pas. Donc depuis septembre de 2013, nous avons lancé Vivapolis. C'est une marque collective qui a pour objectif de fédérer les acteurs publics et privés de la ville durable en France. Donc public, c'est tous les ministères, on en a 7 aujourd'hui qui travaillent sur nos sujets de ville et de durabilité. Ce sont toutes les grandes agences, l'ADEME, le CSTB, le CEREMA, Business France, l'AFD, la Caisse des dépôts, etc., etc. Donc ça, c'est pour la partie publique. Des collectivités locales, puisque nous travaillons de plus en plus avec la MGVF, par exemple, et avec Cités Unies, puisqu'on ne fera pas de ville durable sans les villes elles-mêmes. Hein, c'est dans les collectivités, il faut absolument qu'on passe ces messages à travers elles. Et puis les entreprises, bien sûr, pour les acteurs privés. Ce sont alors des acteurs privés collectifs, Syntec Ingénierie, la FEP, Advanced City, des organismes de ce type, mais aussi aujourd'hui, et c'est ça que nous essayons bien sûr d'augmenter de plus en plus, sont nos membres, et les membres, ce sont des entreprises. Toutes les grandes entreprises qui travaillent aujourd'hui sur la ville, je pense, sont aujourd'hui dans Vivapolis, que ce soit dans l'énergie, donc bien entendu, EDF, Engie, mais aussi dans les services urbains, Suez, Veolia, dans la construction, Eiffage, Vinci, Bouygues, dans la mobilité, comme vous l'avez rappelé, etc., etc., et dans le numérique. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas de ville durable sans numérique. Donc, des gens comme Schneider, comme Dassault Systèmes, comme Orange sont dans Vivapolis. Mais il y a aussi beaucoup de PME, de start-up
Et c'est bien sûr elle que nous avons envie d'emmener dans cette aventure. L'aventure, ça consiste à quoi? Ça consiste à aller grouper avec une vision commune et une manière de se présenter collectivement qui soit coordonnée à l'étranger pour aller exporter, pour aller déjà défendre notre démarche en matière de ville durable et bien entendu derrière essayer de convaincre que tout ça peut s'appliquer ailleurs que chez nous et qu'on peut en faire du business pour les entreprises françaises. Alors pour faire ça, on a identifié 4 caractéristiques de cette ville durable à la française que je vais vous présenter très rapidement parce qu'il y en a une qui est bien sûr au cœur du sujet dont on parle aujourd'hui. Pour nous, on insiste beaucoup sur le fait que la première de ces caractéristiques, c'est de mettre l'homme au cœur du projet et donc de travailler d'abord et avant tout pour les conditions de vie de l'habitant, des entreprises et des habitants, donc sur l'attractivité de la ville. Donc, ça veut dire de travailler bien sûr sur tout ce qui va rendre la vie saine, la vie facile, avec de la mobilité fluide, de l'activité économique, parce que sinon vous aurez du mal à avoir des conditions de vie agréables, de la mixité sociale, de la nature en ville, enfin tout ce que vous mettez d'habitude plus ou moins derrière ce thème de ville durable, mais avec cette idée claire que c'est pour améliorer les conditions de vie de l'habitant, c'est le premier objectif. Le deuxième, et c'est là qu'on va retrouver notre sujet, le deuxième, c'est que non seulement les conditions de vie doivent être les meilleures possibles, mais on doit faire tout ça avec une bonne performance. Et la performance, on la mesure en termes de sobriété en matière de ressources naturelles. Donc, vous voyez bien qu'on est derrière ce qu'on appelait, il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs c'est drôle, on n'utilise plus trop ces mots, de ville, de verte, de green, de lutte contre la pollution, de lutte contre le gaspillage, d'efficacité. Tous ces thèmes-là qui nous permettent d'être sobres en ressources naturelles, que ce soit en énergie, en déchets, en eau, en densité, en consommation des sols même. Et derrière cette thématique de la performance, on met aujourd'hui, c'est aussi ça qui a changé dans la manière dont on travaille sur la ville depuis quelque temps, on met le numérique, on met l'intégration. C'est-à-dire que cette performance, elle sera d'autant meilleure qu'on aura réussi à intégrer les différentes fonctions de la ville. Et pour intégrer les différentes fonctions de la ville, on passe aujourd'hui par le numérique. Je veux bien sûr y revenir. Donc, autour de cette thématique-là, vous voyez bien qu'on va retrouver, bien entendu, au cœur l'économie circulaire, c'est bien évident. C'est un des éléments qui va faire que cette ville verte et intelligente va être la plus performante et donc la plus compétitive. Je finis, on n'a que 4 caractéristiques. Les 2 dernières sont simples. C'est une gouvernance forte, transversale et participative. Sinon, vous n'arriverez jamais à obtenir les deux premiers points. Et puis la dernière, c'est encore plus simple. Ça consiste à dire qu'il n'y a pas de modèle. En tout cas, nous n'avons pas de modèle. Il faut à chaque fois adapter des solutions aux différents cas. Je trouve que le cas de Roubaix, par exemple, est extrêmement intéressant. C'est exactement la question. C'est avec cette démarche que je viens de vous présenter très rapidement, comment est-ce qu'à chaque fois on trouve les bonnes solutions? Roubaix a fait un choix stratégique, vous l'avez vu, économie circulaire et textile numérique. Il faut que chacun trouve sa solution avec ses propres arguments dans son contexte. C'est ce qu'on essaye de faire, bien sûr, à chaque fois qu'on se trouve devant un cas dans un autre pays, avec un autre climat, avec une autre culture, une autre religion, une autre histoire, etc. etc. Mais cette idée d'adaptation est extrêmement forte et en général très bien comprise par nos interlocuteurs. Donc voilà les 4 caractéristiques, l'homme, la performance, la gouvernance et l'adaptation. Alors maintenant, l'économie circulaire dans tout ça, comme je vous le disais, c'est au cœur de cette deuxième caractéristique de la performance. Et c'est une manière, je trouve, avec l'économie circulaire, de renouveler un certain nombre de présentations qu'on pouvait avoir jusqu'à présent sur la thématique des déchets, la gestion des déchets, le tri, etc., de manière à lui donner une dimension, on va dire, plus moderne. D'abord parce qu'on axe tout ça autour de la compétitivité des entreprises. Ces démarches, elles doivent être économiquement, et elles sont économiquement rentables. Elles sont, vous l'avez entendu dans le cas de Roubaix, elles ont un objectif qui est de globalement améliorer la compétitivité et l'économie du territoire sur lequel elles se placent, de la zone industrielle dans laquelle on est.
Et c'est déjà une manière un peu différente et très positive à l'export de présenter nos thématiques déchets, et je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, ça nous permet de croiser, on l'a bien vu là, énergie et déchets. Et aujourd'hui, c'est vrai que le sujet énergie, avec cette dimension climat, ce sont les sujets à la mode. Et donc c'est une manière, je trouve, très pratique en fait de tirer ce sujet déchets et de les remettre sur le devant de la scène, alors qu'ils auraient tendance un peu à s'en éloigner. Parce qu'on peut les traiter à travers l'énergie, à la fois parce qu'on fait de l'énergie avec les déchets, et à la fois parce que souvent, en faisant de l'économie circulaire, vous faites moins de transport, vous avez aussi moins d'énergie consommée. C'est une manière de lutter contre le changement climatique. C'est à travers ces approches-là aujourd'hui qu'à l'export, en tout cas, on passe le mieux ces sujets. Et en plus, c'est une manière de travailler sur l'intégration, sur le numérique, parce que sur beaucoup des sujets, et on l'a bien vu dans le cas du gaz, notamment, on a besoin, et on sera d'autant plus efficace en économie circulaire, qu'on utilisera les bonnes informations, qu'on saura où sont les quantités justement de déchets à utiliser et comment on peut les uns et les autres se les partager. Donc ça, c'est déjà un premier point. Pour nous, l'économie circulaire, c'est un axe fondamental de notre démarche, mais mais avec cette dimension plus moderne et plus compétitive que ce qu'on faisait jusqu'à présent. À l'international, deuxième réflexion, comme je le disais, c'est important pour nous de trouver de nouvelles manières de parler des déchets. Pourquoi ? Parce que très souvent, quand je dis à l'international, je parle des pays émergents essentiellement. Très souvent, on se retrouve avec des thématiques déchets, traitement. On a beaucoup de difficultés à parler et à trouver des solutions pour le tri et tout ce qui est quand même à l'origine de la partie économie circulaire. Si vous ne triez pas, vous aurez du mal à faire des choses très intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, derrière, très souvent, dans les différents pays, en tout cas où on a traité le sujet avec Vivapolis, on a déjà des économies parallèles qui font de l'économie circulaire sans le dire. Il y a derrière les regroupements de déchets, les décharges, etc., des gens qui survivent, mais en tout cas qui travaillent, qui animent des réseaux informels ou très parallèles autour de ces sujets. Et c'est une vraie difficulté pour attaquer, on va dire, le sujet déchets avec la manière dont on avait de le faire jusqu'à présent. Donc je trouve qu'avec cette thématique de l'économie circulaire, on revient finalement, on se rapproche de cette manière de traiter les déchets dans un certain nombre de pays jusqu'à présent. Et ça facilite finalement le dialogue. Bon, ça ne nous empêche pas d'avoir besoin de trouver des solutions très adaptées pour à la fois maintenir cette économie parallèle tout en développant autre chose de moins parallèle et de plus compétitif. Et puis on a souvent des problèmes de gouvernance en matière de déchets. Parce que nous travaillons avec les gouvernements et que c'est souvent au niveau des régions et des villes que le sujet et la compétence se trouvent, dans des villes qui n'ont justement la compétence juridique mais pas forcément la compétence technique ni la compétence financière. C'est très compliqué, c'est un sujet en tout cas pour ma part, j'ai essayé de faire évoluer avec beaucoup de difficultés avec nos collègues marocains. C'est très difficile pour eux de gérer ce sujet de déchets qui est extrêmement éclaté à travers toute leur collectivité en n'ayant pas d'agence, par exemple, unifiée pour prendre le sujet en main. Donc aussi, en traitant le sujet à travers l'économie circulaire, on oblige à un début d'organisation et à un mode de gouvernance un peu différent. Quelques exemples de ce qu'on fait dans les villes autour de cette thématique-là. Un sujet qui peut être amusant, mais qui est vraiment, je trouve, un bon exemple de ce qu'on a derrière l'économie circulaire. On a un travail dans une ville qui s'appelle Gaziantep, qui est en Turquie, et qui nous a demandé, dans le cadre d'un système de subvention par l'État français, qui nous a demandé un certain nombre d'études pour développer les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, etc. Et à Gaziantep, il y a beaucoup de pistaches. La proposition qu'on a faite, c'est
qu'on a faites, que les spécialistes de l'ingénierie qui ont travaillé sur le sujet ont fait, c'est au lieu de jeter toutes vos coques de pistache comme vous le faites depuis des années et des années, eh bien, on va les mettre dans une chaufferie et en fait, on peut alimenter en chaleur et en énergie un quartier très important qui va être construit à Gaziantep avec les pistaches. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment de l'économie circulaire, c'est très pratique, c'est aussi un lien avec l'énergie, et puis ça donne de l'idée pour faire autre chose, bien sûr, avec d'autres types de déchets. Mais là, on est dans quelque chose de très concret, hein, avec un vrai projet derrière. Moi, j'ai été aussi impressionnée de voir que sur un certain nombre de villes, je pense à Astana, par exemple, au Kazakhstan, on vient leur parler ville durable, et eux, ils ont en tête zone industrielle, puisqu'en fait, les zones industrielles sont dans la ville. Et ce qu'ils nous demandent aujourd'hui, en tout cas ce qui les intéresse dans les propositions qu'on leur fait, en partie notamment, c'est la manière de faire de l'économie circulaire dans leurs zones industrielles pour limiter la pollution, pour limiter les transports, pour limiter tous les effets néfastes finalement de ces zones industrielles et d'apporter quelque chose de positif à la ville. Pour nous, c'est vraiment des sujets forts. Pour finir, juste et insister sur le fait que derrière cette économie circulaire, il faut se parler, il faut se connaître. Il ne faut pas travailler en silo, je le disais, hein, une gouvernance forte, participative, mais aussi transversale. Je voulais juste donner les deux exemples dont on parlait ce matin à la séance de 9h30, où on présentait les deux démonstrateurs 3D qui ont été faits par deux consortiums d'entreprises françaises sur Santiago du Chili et sur Astana, dont je viens de vous parler. L'intérêt de ces deux démonstrateurs, il y a plein d'intérêts, notamment de montrer ce que les Français peuvent faire sur des cas très concrets qui sont ces deux villes vraiment très différentes l'une de l'autre. Mais on insistait ce matin sur le fait que les démonstrateurs 3D donnaient la possibilité finalement aux services des villes de voir ce que font les autres services de la ville et de constater, et on l'a vraiment vu hein, derrière nos deux démonstrateurs, et de constater donc qu'il y avait finalement des problématiques qui sont assez similaires d'un service à l'autre, parce que la cause, elle est liée, par exemple dans le cas de Santiago, au fait qu'il y a une autoroute qui traverse la ville. Et que derrière la mise en image des conséquences de cette coupure, de cette fracture de la ville, que la mise en image de ces conséquences en matière de gestion de l'eau, de gestion des déchets, de mobilité, etc., a fait que des services qui, comme partout, hein, pas spécialement à Santiago, ne se parlaient pas, ne dialoguaient pas et n'échangeaient pas leurs informations. Ils se sont rendus compte les uns et les autres que finalement ils avaient la même cause de leurs problèmes, qui sont peut-être différents, mais finalement qui peuvent peut-être être traités ensemble. C'est ce qu'on propose bien entendu dans le démonstrateur. Et donc on commençait à prendre l'habitude de travailler ensemble, et parce que ce travail ensemble est facilité par la mise à disposition des informations que propose le numérique hein, à travers les démonstrateurs. Sur Astana, on a constaté exactement la même chose, des services vraiment complètement en silo qui se découvrent et qui découvrent une vision globale, cohérente, intégrée de leur ville, ce qui est absolument nécessaire si on veut que les projets soient également réfléchis avec cette dimension d'intégration, de globalité, etc. Il ne faut pas négliger qu'avant d'arriver aux projets globaux, il faut déjà avoir une compréhension partagée des sujets. C'est nécessaire entre les services, bien entendu, et on le sous-estime, et c'est vrai partout, dans toutes les villes. Hein. C'est vrai aussi, bien sûr, ensuite, pour expliquer les projets aux citoyens. Ça fait aussi partie, bien entendu, de la dimension positive de nos fameux démonstrateurs. Voilà, en quelques mots, ce que je retiens de ce que les uns et les autres ont dit et de ce que nous avons aujourd'hui comme expérience sur ces thématiques de l'économie circulaire et de la communication à travers le numérique, qui est au cœur de la plupart des projets qu'on travaille aujourd'hui. Merci beaucoup.
soyez assurés, en tout cas Madame Papalardo, que l'écosystème qui se trouve ici d'Innovative City est derrière vous pour exporter le savoir-faire français de la ville durable et intelligente, puisque les deux destins sont connectés maintenant, pour quelques années, je crois, voire dizaines d'années, à la française. Et je crois que là, c'est important de rappeler effectivement ce que vous avez rappelé, et notamment au niveau des déchets. Bon, ben, j'ai appris à quelques minutes de l'apéritif ce qu'on peut faire des pistaches. Moi, j'avais quand même 2-3 petites questions, Monsieur Lambert. Il y a eu les dernières assises, les deuxièmes assises de l'économie circulaire qui se sont tenues récemment, pas très loin de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elles ont dégagé, au bout de 2 jours, des tendances un petit peu lourdes qu'on peut peut-être évoquer rapidement ou réutiliser dans le cadre de petit échange qu'on vient d'avoir? Oui, donc c'était il y a le 16 et 17 juin dernier, les deuxièmes assises de l'économie circulaire co-organisées par l'ADEME et l'Institut, qui a réuni à la Maison de la Chimie 1 millier de participants, parce qu'il n'y avait pas plus de places, sinon on aurait été bien plus. 1 tiers des départements français représentés, les entreprises très nombreuses, différents acteurs économiques et de société. Mais pourquoi c'était le deuxième, comme vous l'avez dit. Les premières, c'était 1 an juste précédemment, les premières mettaient en œuvre l'idée qu'il fallait aller vers cette transition de l'économie circulaire. Les secondes ont constaté que ça avance très très vite. Dans les collectivités, la ville de Paris, la métropole de Bordeaux, pour parler de celle-ci, mais des régions entières, Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur, vont dans une mutation de leur modèle d'économie circulaire. La ville de Paris a des états généraux qui aboutiront en septembre sur 3 journées, qui lanceront la stratégie pour que la ville mute et devienne la référence mondiale urbaine de l'économie circulaire. Sur la partie déchets, mais pas que, sur la partie aussi d'allonger la durée d'usage des produits, d'être dans une société de partage de l'économie de la fonctionnalité, d'être dans la capacité de concevoir différemment les produits et d'imaginer, pourquoi pas, des produits increvables. Ces assises, pour faire relativement vite, ont été justement la traduction concrète que se rassembler, en vérité, ceux qui faisaient une approche d'économie circulaire sans vraiment le savoir. C'est pas né. Je pense que c'est un peu ça le problème aussi. C'est pas né le jour où l'Institut a été fondé. L'économie circulaire n'est pas née. Elle est née de la nuit des temps. La nuit des temps, nous avons toujours eu des difficultés avec les ressources, à l'accès aux ressources. Nous avons toujours eu l'humanité à faire attention de ne pas gaspiller, à être au contraire dans une logique de préserver, dans une logique de transmettre, dans une logique de partager, dans une logique d'usage efficient des ressources dont on disposait. Ceci a été cassé par la révolution industrielle, mais est quand même resté imprégné dans la société française et encore plus dans d'autres sociétés. Et il s'agit aujourd'hui non pas de revenir en arrière, mais au contraire de toute la science, et ça a été dit avec les mutations technologiques et numériques en cours, nous pouvons imaginer aller dans des modèles extrêmement complexes, parce qu'il s'agit, par exemple, le passeport du produit que l'on m'avait présenté il y a 2 ans au Danemark. Pour moi, ça me semblait être quelque chose de gentillet. Aujourd'hui, c'est avant la fin de l'année, on pourra suivre des produits, savoir ce qu'ils ont eu tout au long de leur vie industrielle et derrière les qualifier pour les réutiliser ou récupérer la matière. C'est des capacités à démonter des produits, récupérer les composants, les réinjecter comme des composants neufs, sauf que ce sont des composants de second emploi. C'est à la fin de l'année. C'est au niveau de l'énergie gaz. Moi, je suis bluffé. On n'avance pas dans le modèle allemand qui est de produire du biogaz avec des cultures dédiées. On avance dans un modèle où on crée de la valeur à côté de la valeur déjà en place. C'est pas on supprime une valeur, c'est-à-dire les terres agricoles pour y mettre la culture dédiée à faire du gaz. Non, on garde ces terres agricoles pour faire servir la collectivité en termes de nourriture, que ce soit viande ou céréales par exemple. Et
des éléments secondaires, on les réinjecte dans le réseau. D'ailleurs, c'est ce que faisaient les paysans de tout temps, qui avaient d'ailleurs une certaine autonomie et une approche économie circulaire. Donc, les troisièmes assises de l'économie circulaire, c'est dans 2 ans, 2017. Je pense qu'on constatera combien d'entreprises auront muté, et pas que les entreprises auxquelles on pourrait s'y attendre, celles qui sont issues du monde du déchet. Il y en a une qui est assez remarquable, c'est Michelin. Je vous invite à regarder leur modèle. Ils font des pneus, mais ils vont bien plus que faire du pneu. Ils préservent la ressource. D'ailleurs, c'est dans 2 axes, et j'en finirai là-dessus. Le premier axe, c'est qu'ils trouvent des nouvelles marges économiques, mais le second, c'est regarder le marché de l'EVA, combien c'est difficile. Michelin, c'est 10 millions de producteurs, 10 millions. 10 millions. Pour aller récupérer suffisamment de matière et fabriquer du pneu, ils sont face à un marché très difficile. S'ils continuaient dans un modèle où les pneus étaient usés rapidement et il fallait sans cesse réapprovisionner en matière vierge, ils ne pourraient pas durer. Ils sont dans un modèle où, au contraire, ils ont des pneus qui, aujourd'hui, sont 3 fois plus endurants, qui sont récupérés, régénérés, et bientôt, on aura la matière du pneu broyé qui redeviendra du pneu, ce qui n'est pas facile techniquement pour ceux qui le savent. Donc, c'est ça qui est en train de se passer, et c'est sous un seul et unique effet. Ce n'est pas l'effet des politiques qui le disent, qui le clament ou qui l'écrivent dans la loi. C'est sous l'effet que la question des ressources, quand on fait un tout petit peu de prospective, on voit qu'on va être en forte tension sur les ressources, on va être en forte tension soit d'accessibilité, soit de coûts, soit de taxes, de fiscalité à payer. Et donc, si on sort d'un modèle qui est fondé sur le gaspillage des ressources et qu'on rentre sur un modèle qui est fondé sur la préservation de ces ressources, eh bien, on se préserve de l'avenir, voire on crée de nouvelles opportunités. Le politique, son rôle, c'est d'accompagner, de faire que ça accélère, de lever les barrières, d'aider là où il faut et surtout de mettre en synergie les uns et les autres. Et ça, c'est un des grands enjeux. C'est peut-être aussi une nouvelle culture politique que nous devons inventer. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est vraiment... je pense que c'est... Il faut lancer quelques fondamentaux, parce que c'est vrai que dans ce genre de sport, si j'ose dire, il faut faire beaucoup de pédagogie, beaucoup de communication, beaucoup d'exercices. Alors c'est vrai que moi j'avais envie de vous poser la question, parce qu'il faut participer, il faut communiquer. Est-ce qu'on peut aujourd'hui donner des axes pour dire c'est quoi l'économie participative en quelques mots, parce qu'une fois qu'on a bien défini ce que c'est, ça peut donner envie après d'y aller, et je dirais ça presque à la montée en compétences. Parce que vous disiez il faut créer des emplois. Mais bon, moi je fréquente par exemple les smart grids, etc. Mais on sait que derrière, il faut... d'ailleurs, il y a une formation smart grid pas très loin d'ici tout à l'heure, enfin en ce moment. Donc il faut former aussi les gens pour qu'ils puissent appréhender ces métiers un petit peu nouveaux ou ces comportements un peu nouveaux. Est-ce qu'il y a des programmes là-dessus? Est-ce qu'il y a une vision là-dessus? Parce que c'est beaucoup de pédagogique malgré tout. Hein. Ça, comme disait Mme Papalardo, ça repose sur l'humain, quoi. Hein. Donc l'homme et la femme, puisque... voilà, donc c'est... donc dites... Je réfléchissais, mais bon... Elles peuvent prendre la parole aussi. Oui. Merci de me sauver. Voilà, j'ai senti. Non, donc, ce sont des enseignements, des formations, des compétences que l'on doit renforcer, voire déployer. C'est une culture aussi générale, générique, qui est nécessaire. C'est la capacité de partager, c'est la confiance en l'autre, c'est l'usage des nouveaux outils que permet le numérique. C'est tout ceci. Je voudrais juste, avant de vous passer la parole, Michel, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, chacun a son expérience. Bon, moi, je suis un homme politique, donc j'avais mon local de campagne qui était dans une maison de village et à Gardanne, où je suis, ça descend à moins 10, moins 12 degrés l'hiver. Mais le propriétaire du local, il avait chauffé pour que ça tienne
mais à moins 10, moins 12 l'hiver, on n'y arrivait pas. Il faisait 14-15 degrés dans le local de campagne. Donc j'avais des équipes courageuses. Et puis j'allais leur acheter le croissant et le pain au chocolat au boulanger qui est en dessous, puisque j'étais au premier étage. Et lui, il était en Marcel. Il transpirait et il envoyait toute sa chaleur sur le parking à côté. Donc ça commence par ça. C'est-à-dire, il faut trouver des personnes qui aillent voir finalement ceux qui... Il faut commencer par mouiller la chemise alors. Hein. Voilà, mais c'était hallucinant de faire ce constat et ce contraste. C'est donc effectivement comment on fait pour que les uns et les autres discutent, échangent, parce que je suis certain que tout le monde trouverait un intérêt, trouverait une sympathie à co-construire des projets, même des micro-projets comme celui que je viens de décrire. Oui, pour Michel. continuer, pour l'aider quand même. Ça ne marche pas. Si, ça marche, ça. Il suffit d'attendre un peu. Non, je pense qu'il y a plusieurs choses dans la question que vous avez posée. Je pense que c'est vrai que, bien entendu, pour produire les services dont on a besoin, pour faire cette gestion de données complexes avec des datas dans tous les coins, il faut des formations, il faut des ingénieurs, il faut des spécialistes. Il n'y a pas à en douter. Il y a des emplois et des formations derrière. Même pour les pistaches. Hein. Même pour les pistaches. Bon, là, c'est pas encore trop compliqué, mais quand même. Ici, parce qu'il a fallu réfléchir quand même avant de trouver la solution. C'était pas si simple. Donc ça, c'est la partie formation. Ensuite, la dimension participative au sens des citoyens, des usages, etc. Je pense que là, il ne faut pas forcément trop se prendre la tête parce que ça vient tout seul. Hein. Nos histoires de taxi aujourd'hui pourraient nous le rappeler, mais il n'y a pas que ça. Et c'est vrai que sur l'économie circulaire, sur les échanges de services, de plus, l'outil numérique a fait que les uns et les autres trouvent les solutions et alors, en font pas forcément tout de suite des constructions très élaborées. Et c'est ça c'est certainement quelque chose d'intéressant à travailler. C'est la manière de comprendre quelles sont justement ces évolutions qui sont en cours pour pouvoir en faire quelque chose d'industriel. Mais c'est pas si compliqué et en plus c'est vraiment faisable partout. C'est une question qu'on me pose souvent en me disant oh, c'est bien gentil là, vos histoires c'est compliqué, vos histoires de ville intégrée, vous feriez mieux commencer par travailler juste sur comment on amène l'électricité ou l'eau ou comment on dépollue tel ou tel endroit. Notamment en Afrique, par exemple, c'est une réflexion qu'on me fait régulièrement, alors qu'en fait, sur des villes africaines, je pense qu'on arrivera beaucoup plus vite que chez nous à des services numériques, à de l'éco-participation, tout ce que vous voulez, en tout cas de l'économie participative à base de numérique, parce qu'ils sont en fait équipés et ils ont beaucoup plus l'habitude que nous, souvent, d'utiliser ces services numériques et donc d'inventer des réponses à leurs besoins. Par contre, il y a un sujet dont on ne parle pas trop, mais qui est un vrai sujet, c'est le sujet juridique derrière tout ça, que ce soit chez nous, que ce soit ailleurs. Derrière ces économies circulaires, il y a des échanges, donc il y a de la valeur ajoutée. Il y a des choses qui vont sortir de chez l'un pour devenir une richesse de l'autre et qui va peut-être faire un service pour un troisième. Comment est-ce qu'on gère économiquement et juridiquement ces thèmes? C'est vraiment des sujets à expérimenter et sur lesquels il faudra trouver des solutions. Il faut des formations juridiques aussi. Donc c'est plutôt sur les juristes qu'il faut travailler. J'ai une dernière question, parce que quand même le temps a passé, même, qui peut s'adresser d'ailleurs à vous trois, puisque vous êtes impliqués. On est effectivement au bord de la Méditerranée. Donc on a monsieur Abourzis qui a parlé quand même d'une ville importante de Méditerranée. Madame Lagumina, vous savez ce qui se passe de l'autre côté aussi. Hein, je crois qu'il y a des champs de gaz importants. Donc il y a plusieurs villes méditerranéennes. L'année dernière, on avait M. Guy Fleuret de l'Union pour la Méditerranée qui nous présentait les plus grandes difficultés, malgré les financements, à impliquer l'évolution, les usages autour des
des grands projets d'infrastructure qui touchent effectivement les territoires et la ville. Est-ce qu'il y a des choses à faire? Alors ça s'adresse probablement à vous trois, pour les villes méditerranéennes particulières, puisqu'on est dans ce domaine-là, peut-être pour passer les ruptures, pour passer des barrières, ou pour aller plus vite, ou pour montrer d'exemples. Enfin, il y a des tas de programmes méditerranéens que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Donc voilà, en 2 minutes 40. Non, moi je ne vais pas faire une réponse complète sur la question bien complexe que vous avez posée. Non, très clairement, il y a deux choses. D'abord, effectivement, quand on fait un très grand projet d'infrastructure, aujourd'hui, évidemment, c'est de plus en plus compliqué à faire. Et c'est de plus en plus compliqué à faire parce que on a des procédures, un débat public très important, etc. Et ça génère de la controverse. Et je pense que les grandes organisations qui font aujourd'hui des grands projets ne sont pas toujours habituées à gérer de la controverse. Et ça, c'est vraiment un des points d'amélioration, je pense, de ces organisations-là. Non, sur les villes méditerranéennes, enfin, moi je suis d'origine sicilienne, hein, donc du cœur de la Méditerranée. Je sais ce qu'est le fait urbain dans certaines villes de la Méditerranée. Je pense qu'il y a une vraie question de réappropriation en réalité de son territoire, et quand vous discutez avec des grands sachants des villes, notamment MIT, ils vous disent finalement la ville, l'optimum d'une ville et d'un comportement humain dans une ville, c'est 20 minutes à pied. Il faut qu'on soit capable de trouver dans un espace de 20 minutes à pied ce dont on a besoin. Et à partir de là, si on réfléchit comme ça, on a réglé énormément des questionnements qu'on a sur la mobilité, sur le gaspillage, etc., etc. Bon, je crois que ça fait partie, si on regarde les territoires méditerranéens, on a souvent des géographies qui ne sont pas très éloignées de ça, mais il faut juste qu'on se les réapproprie. Et moi, je viens de Palerme, par exemple. Le centre de Palerme a été déserté par ses habitants pendant très longtemps. Ils sont en train de se le réapproprier. C'est probablement aussi, pas simplement réinventer la ville d'après-demain, mais c'est se réapproprier son histoire et son centre-ville comme ça. Je pense que c'est un des moyens aussi d'aboutir à une solution. Merci. Juste pour compléter, tout ça est très vrai, et en tant qu'autre sicilienne, enfin moi ce que je constate. Donc c'était une bonne question quand même. Hein, bah oui, il y avait un clan là. Ce que je constate sur les problèmes de grands projets d'infrastructures urbaines, et j'insiste, c'est qu'on a souvent des vrais problèmes de gouvernance en fait. Et il faut donc trouver des solutions pour répondre, et c'est très intéressant de regarder ce qui se passe au Maroc, par exemple. Quand on veut résoudre un problème urbain important, on crée une structure spécifique. Parce qu'aujourd'hui, les collectivités ne sont pas en situation de compétences, de moyens, de finances, etc. pour le faire. Et en plus, les compétences sont en général partagées avec le ministère de l'Intérieur et les collectivités. Et donc, on crée un établissement public, une filiale de la Caisse des dépôts. Au Maroc, c'est effectivement comme ça que ça fonctionne, pour gérer globalement, parce que c'est global, pour gérer globalement le territoire sur lequel on veut faire ce projet d'infrastructure. Voilà, et donc c'est forcément complexe parce qu'il faut créer cette structure, et il faut l'animer et il faut la faire vivre. Donc c'est important d'avoir en tête ces problématiques de gouvernance qui, je mets toujours en troisième dans mes caractéristiques de mes problèmes de ville durable, mais c'est des vrais sujets en fait. Bien, merci beaucoup. Voilà, on est pile à l'heure, enfin pile à l'heure avec le décalage. Hein. Merci, bravo. On a enregistré tout ça. On va essayer de revoir, parce qu'on est quand même dans une complexité assez importante, pour essayer de dégager peut-être pour le futur quelques éléments à promouvoir et à faire savoir, peut-être dans COP21, en tout cas pour l'année prochaine, Innovative City. Merci d'être venu. Et puis donc je crois que Madame Legumina vous attend sur le stand. Et bon appétit et bonne continuation malgré les difficultés extérieures. Ouais.